4 février 2022. En manchette, fermeture du dépanneur Louise Brisson à Portneuf-sur-Mer, le gymnase de l'école Saint-Luc sera entièrement rénové, le Boréal Lopette est de retour en présentiel. Les copropriétaires d'épicerie variété Louise Brisson et Ticor Express, deux entités réunies sous un même toit, Yannick Aymon et Christopher Delaunay, ont décidé de mettre la clé sous la porte le 28 janvier après avoir opéré l'établissement pendant près de 4 ans. Véritable institution dans le village de Portneuf-sur-Mer, ce commerce a été fondé à la fin des années 1950 par Oscar Aymon, qui avait par la suite passé le flambeau à son fils Renaud et son épouse Alice Barrette. Ce sont Louise Aymon, la fille d'Oscar, et Yvon Brisson qui ont tenu le fort pendant près de 52 ans, qui avaient décidé de vendre à messieurs Aymon et Delaunay en mai 2018. La pandémie et le contexte économique difficile ne sont pas étrangers à la décision des deux entrepreneurs qui ont fait le pari de relever de nouveaux défis professionnels. Ces derniers se disent attristés pour leurs 4 employés et les gens du village, surtout ceux qui n'ont pas de voiture, qui perdent un service, mais la baisse d'achalandage, notamment dans la partie dépanneur, devenait difficile à porter. En l'espace de 2 mois, Épicerie Variété Louise Brisson Ticor Express est le deuxième commerce à fermer ses portes en Haute-Côte-Nord, alors que la coop des 5 rivières de Longue-Rive a fait de même en novembre dernier. De nombreux travaux sont effectués dans les écoles du Centre de services scolaires de l'Estuaire chaque année. Présentement, 2 appels d'offres sont en voie de conclusion à Forestville, notamment pour la réfection du gymnase Saint-Luc de Forestville. La réfection complète du gymnase, des dépôts du gymnase, du bureau du professeur d'éducation physique et de la salle de toilette attenante est planifiée par le Centre de services scolaires. Tel que confirmé par la régisseuse aux communications Patricia Lavoie, le gymnase sera entièrement rénové. Les planchers et les murs seront refaits, tout comme la ventilation et la mécanique. Il faut dire que ce ne sera pas un luxe pour l'infrastructure qui date de l'année de construction de l'école, soit il y a 75 ans. Il n'a jamais été rénové, confie Mme Lavoie, précisant que les gymnases font partie des priorités du Centre de services scolaires depuis les dernières années. Depuis 5 ans, la majorité des gymnases des établissements scolaires ont été rénovés. En plus de celui de l'école Saint-Luc, il n'en reste que quelques-uns seulement. L'appel d'offres pour trouver l'entrepreneur qui réalisera ces travaux d'envergure devrait être connu sous peu puisque celle-ci prenait fin le 3 février. La réfection sera effectuée au courant de la saison estivale afin de ne pas perturber les activités sportives des élèves. Toutefois, la régisseuse aux communications affirme que l'organisation n'est jamais à l'abri des retards. Si les travaux devaient se poursuivre après la rentrée, des mesures ont été prévues avec la direction pour aller davantage à l'extérieur. Une utilisation du gymnase de la Polyvalente des Rivières selon certaines plages entendues entre les 2 écoles demeure également une solution envisageable. Du côté de la Polyvalente des Rivières de Forestville, c'est la réfection intérieure des blocs sanitaires qui se réalisera dès la fin des classes en juin. 2 blocs sanitaires sont à rénover, soit celui des garçons et celui des filles dans la salle d'accueil. De leur côté également, leur réfection datait de plusieurs années. La période estivale devrait être suffisante pour l'entrepreneur qui obtiendra le contrat. Le centre de services scolaire est toutefois tributaire de la livraison des matériaux et c'est pourquoi les appels d'offres ont été lancés plusieurs mois à l'avance. Face aux besoins imposants en main-d'œuvre qu'il devra combler d'ici 2 ans et les besoins déjà présents maintenant, le regroupement des centres de la petite enfance de la Côte-Nord lance une offensive de recrutement avec d'importantes bourses et des formations payées pour dénicher plus de 60 éducatrices. C'est une lourde commande selon la directrice générale du regroupement, Odette Lavigne. Celle-ci affirme toutefois que le chiffre de 60 est conservateur car les besoins sont pressants. Afin d'atteindre cet objectif ambitieux, l'organisme commence donc à mousser les annonces faites en janvier par les ministres de la Famille et du Travail afin de stimuler les inscriptions en technique d'éducation à l'enfance. Ainsi, un jeune qui s'inscrit à ce programme au cégep peut recevoir une bourse pouvant totaliser 15 900 $. De plus, une formation alternant travail et études sera rémunérée. Madame Lavigne souligne au passage que plusieurs installations ouvriront d'ici 2 ans.
sans compter les nouvelles places développées dans des installations déjà existantes. Les embauches doivent être complétées des mois avant l'ouverture. Outre les bénéfices financiers offerts, Odette Lavigne fait aussi valoir que le salaire des éducateurs et éducatrices devrait être considérablement bonifié sous peu. Les négociations pour le renouvellement de la convention collective sont réglées et on entend dire que le salaire des éducatrices pourrait dépasser le cap des 30 $ l'heure au sommet de l'échelle salariale, dévoile-t-elle. Les personnes intéressées à en apprendre plus long sur ces opportunités peuvent contacter le regroupement des CPE de la Côte-Nord. L'organisme a d'autres projets de développement dans ses cartons, notamment en ce qui concerne le recrutement de responsables de services de garde en milieu familial. La pénurie de main-d'œuvre affecte la majorité des domaines d'emploi au Québec. Le milieu municipal n'y fait pas exception. En Haute-Côte-Nord, plusieurs postes sont à pourvoir et d'autres ont été comblés. Par exemple, au Bergeronne, le conseil municipal a reçu 2 démissions en décembre, soit celle de la directrice générale Véronique Lapointe et du directeur des travaux publics Simon-Pierre Dufour. Madame Lapointe a été embauchée à la MRC de la Haute-Côte-Nord, tandis que M. Dufour a été recruté par la municipalité des Escoumins. La nouvelle directrice générale a été choisie par le comité de sélection. Il s'agit de Magali Lavigne qui entrera en fonction le 14 février. À Tadoussac, après avoir perdu le directeur des loisirs, culture et patrimoine Claude Brassard en août, la directrice générale Marie-Claude Guérin quitte elle aussi pour de nouveaux défis. C'est Chantal Otis, jusqu'ici directrice générale de Longue-Rive, qui a obtenu le poste de directrice générale à Tadoussac. Ce sera donc au tour des élus longuerivois de lancer une offre d'emploi pour occuper cette fonction cruciale au sein de l'administration municipale. À Portneuf-sur-Mer, on recherche toujours un agent de développement, tandis qu'aux Escoumins, on a procédé à l'embauche de la nouvelle agente de développement, Anne-Marie Noël, par résolution le 20 décembre dernier. Du côté de la MRC de la Haute-Côte-Nord, les élus ont lancé des appels de candidature dans le but de recruter un technicien en géomatique afin de soutenir, entre autres, le service d'aménagement du territoire et le service d'évaluation de la MRC. Dans le cadre du programme Emploi d'été Canada, 7 emplois étudiants ont été demandés, notamment pour prêter main forte à l'équipe en place au niveau du service technique de l'environnement, de l'accueil et autres secteurs aux prises avec une réduction de personnel pendant la période estivale. Au niveau culturel, le peintre de renommée internationale René Gagnon est décédé le 22 janvier chez lui à sa résidence de l'Anse-de-Roche à Sacré-Cœur. Âgé de 93 ans, le peintre et paysagiste de la nature laurentienne, boréale et nordique était atteint d'un cancer. Très attaché au Saguenay et à la Côte-Nord, qu'il appelait son pays, il a d'ailleurs honoré de sa présence le 10e édition du happening de peinture de Tadoussac, où il a été officiellement nommé ambassadeur de l'événement. De nature réservée, affable et généreux, celui qu'on surnommait le peintre du Nord et du Saguenay a reçu de multiples distinctions au cours de prolifiques carrières qui l'a mené sur tous les continents. Un de ses tableaux fait d'ailleurs partie de la collection d'œuvres d'art de Barack Obama et du président actuel des États-Unis, Joe Biden. Les nombreux chasseurs qui ont traqué l'orignal à l'est de la Côte-Nord en 2021 ont eu la main un peu moins heureuse que lors des précédentes saisons permissives pour les femelles en 2019. Le nombre de captures est passé de 1425 à 1361 bêtes. Le ministère des Forêts, de la Faune et des Parcs vient de rendre publiques les plus récentes statistiques de chasse au Québec. Elles révèlent notamment que dans la zone 18 qui couvre le territoire s'étendant de Tadoussac à Port-Cartier, la récolte totale d'orignaux a diminué de 5 %, mais se trouve tout de même dans la moyenne des 2 dernières années permissives, assure la porte-parole du ministère Valérie Ouellette. Près de 8 700 permis de chasse à l'orignal ont été vendus en 2021. C'est 600 de plus que la moyenne des 2 dernières années et le plus grand nombre de permis vendus de l'histoire de cette zone. Le succès de chasse s'est élevé à 15,6 % en 2021. Plus à l'est sur la Côte-Nord, la zone 19 n'est pas assujettie à une année restrictive une fois sur 2. La récolte des femelles est donc toujours permise. Le nombre d'orignaux récoltés a fléchi de 673 à 590, un écart de 12 % par rapport à 2020.
Autour de 5 600 permis ont été vendus pour un succès de chasse de quelque 10,5 %, ce qui est moindre que ces 2 dernières années. Par ailleurs, en 2021, la chasse à l'ours noir et le piégeage de l'espèce se sont traduits par 231 captures dans la zone 18 et 83 dans la zone 19. Dans l'ouest de la Côte-Nord, la récolte se situe dans la moyenne des 2 années précédentes. Les 753 permis vendus donnent un succès de chasse autour de 30 %. Du côté est de la région, la récolte de 83 ours révèle une hausse de 43 % par rapport à 2020 et un sommet historique pour la zone 19, note Valérie Ouellette. Les 526 permis vendus par rapport aux captures représentent un succès à près de 14 %. Le boréal Lopette sera de retour le 12 mars selon sa formule habituelle en présentiel. Le passeport vaccinal sera toutefois obligatoire pour les compétiteurs et l'organisation respectera les normes sanitaires qui seront en vigueur au moment de l'événement. La compétition de ski de fond, fat bike et course sur neige, qui a lieu à Forestville depuis 2004, offre différents parcours aux participants. Pour les fondeurs, il est possible de s'inscrire aux 48 km, 32 km, 16 km, 10 km et 7 km en style libre ou classique. Pour les 16, 10 et 7 km, un parcours non chronométré est également offert. Toujours en ski de fond, les participants ont accès à de plus courtes distances, soit les 3,4 km, 1,7 km et 1,7 km colorés. Pour ce qui est du fat bike, les compétitions se déroulent sur 24 ou 12 km. Ceux qui veulent s'inscrire à la course sur neige ont le choix entre 2 parcours, soit le 4 km ou le 2 km. Les duathlons sont de retour cette année dans les catégories hommes ou femmes. Le duathlon individuel consiste en une épreuve combinée de 16 km de ski en style libre et 12 km de fat bike. Quant au duathlon en équipe, un participant doit compléter le 16 km de ski en style libre et l'autre complète la distance de 12 km de fat bike. Il est déjà possible de se procurer un billet pour la compétition sur le site web Eventbrite ou via la page Facebook de l'événement. Chaque billet donne droit à un item promotionnel aux couleurs du boréal Lopette. Cette 18e édition est rendue possible grâce à Desjardins, présentateur de l'événement depuis 2020, mais commanditaire depuis ses tout débuts. Rappelons que l'an dernier, en raison des mesures sanitaires liées à la pandémie, le boréal Lopette s'est tenu en mode virtuel. Les participants étaient invités à publier des photos de leur activité réalisée sur Facebook. À la météo, de la neige intermittente est tombée à Forestville ce vendredi 4 février avec un maximum de moins 15 degrés Celsius. Pour samedi, Environnement Canada prévoit un dégagement avec une légère augmentation du mercure à moins 12 degrés. Une alternance de soleil et de nuages est prévue pour la dernière journée de la fin de semaine et un maximum de moins 12 degrés est aussi attendu. Durant la nuit de dimanche à lundi, on prévoit 60 % de probabilité d'averse de neige. Merci beaucoup et à la semaine prochaine pour un nouveau bulletin d'information.